Merci beaucoup. Donc, effectivement, moi, je vais essayer de porter la casquette de chercheur et d'universitaire parce que je pense que c'est important. Je vais parler des difficultés, mais au fait, il y aura que du positif dans ce que je vais dire. Parce que je vais vous parler d'une réalité terrain, de la réalité des chercheurs. Donc, effectivement, je vais essayer d'être le plus pratico-pratique. Et je vais essayer de répondre à cette question, pourquoi les chercheurs sont devant ce dilemme publication, brevet, et comme l'a dit Madame Corinne, il y a une antériorité, est-ce que je dois breveter avant? Il y a des questions existentielles qu'on se pose toujours, qu'est-ce que je dois faire, etc. Donc je vais vous raconter les choses dans l'ordre chronologique, mais permettez-moi de vous dire que j'ai fait un petit tour d'horizon. Donc j'ai demandé un peu autour de moi, les chercheurs dans mon domaine, je leur ai dit, que pensez-vous de ça? Et la réponse était unanime, c'est une culture à instaurer, ce qui rejoint un peu ce que vous avez dit. Donc c'est très très important. Moi je vous dis, peut-être qu'elle existe, on ne va pas dire qu'on va amorcer cette culture, mais il faut la renforcer, il faut travailler dessus. Donc pourquoi préfère-t-on les publications? Parce que c'est ce qu'on sait faire le mieux et c'est ce qu'on a toujours fait. Nous on est docteur, on a été doctorant. Pour pouvoir soutenir notre thèse, on doit publier. Donc on doit publier, c'est un passage obligé, on doit avoir des publications. Les modalités diffèrent par rapport aux écoles doctorales, mais publier est une condition sine qua non pour la soutenance. Une fois que nous avons soutenu, après, il y a plusieurs portes qui s'ouvrent, mais il y a principalement passer les concours. Donc, passer les concours, vous avez le poids énorme des publications scientifiques. Je vous passe le détail des impact factors, de l'ordre des auteurs, il faut être le premier signataire, etc. Mais c'est le nombre de points qui compte pour les publications scientifiques, il est énorme. D'accord, on a passé le concours, soit on a réussi le concours et c'est tant mieux, soit on n'a pas réussi le concours, parce qu'on va nous dire, travaillez votre portefeuille de production scientifique, travaillez vos publications, parce qu'on sait que c'est ce qui va rehausser le plus dans la grille de notation. Les brevets, ils sont là, mais ils n'ont pas le même poids. Donc, je ne rentre pas dans les détails, mais sincèrement, les points octroyés, ils sont beaucoup plus importants et on a même des limitations en termes de nombre de brevets qui peuvent être comptés dans les grilles de notation pour les concours, etc. Donc ça, c'est une réalité qu'il faudra revoir. J'ai passé le concours, je suis maître assistante, j'ai deux choses. J'ai mes étudiants à encadrer, à encadrer, donc je vais devoir les accompagner dans leur publication, dans leur processus de publication, parce qu'à leur tour, ils doivent publier et soutenir. Mais aussi, j'ai autre chose, j'ai mon passage de grade. Donc, je dois fortifier ma production scientifique pour plusieurs raisons. La première raison, c'est le passage de grade. C'est fortement comptabilisé, évidemment. La deuxième raison, c'est que je dois avoir une visibilité aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale pour pouvoir drainer des fonds. Parce qu'au niveau des laboratoires de recherche, on a besoin d'argent pour pouvoir payer les étudiants, les techniciens, participer à des congrès, acheter des équipements, acheter du consommable. C'est une réalité. Alors, je vais vous parler d'acheter des équipements, mais je vais aussi vous parler de quelque chose de très, très concret. Une fois qu'on a nos budgets pour équiper nos labos, c'est des sommes colossales. C'est des investissements vraiment très, très importants, mais il faut aussi penser par la suite à la maintenance de ces équipements. Si on a une machine qui fonctionne et qui est... On a mis beaucoup d'argent dans cette machine-là. Si elle ne marche plus, on ne peut plus faire de manip. On va l'avoir en démo et c'est vraiment dommage. Donc là, il y a l'aspect avoir l'argent. Pour avoir l'argent, nous, généralement, c'est vrai qu'on a nos fonds propres dans les laboratoires, mais on mise gros sur la participation dans les appels à projets. Et pour une visibilité au sein des consortiums de recherche, pouvoir intégrer ces consortiums, pouvoir être compétitif dans tout ce qui est recherche scientifique, je vous le dis, généralement, on va aller sur Scopus, on va mettre le nom du chercheur, on va voir le nombre de publications, son H-index, combien de fois il a été cité, c'est une réalité terrain. Donc, je pense que l'image est claire par rapport au poids des publications par rapport aux brevets. Ceci étant, les brevets sont au centre de l'intérêt de certains chercheurs, je le dis bien de certains chercheurs, parce que c'est une culture à instaurer. Donc, je vous dis, la première chose, quand vous allez demander à un chercheur, on va breveter cette idée. Il va vous dire pourquoi, quel est l'impact, ça va me servir à quoi. Ce sont des questions redondantes et je vous promets que dans la majorité des cas, il y a cette première... Donc, qu'est-ce que ça va m'apporter? Ok, on a franchi ce pas, on a eu une discussion constructive, on est arrivé à convaincre notre collègue qu'il faut breveter. Là, et je rejoins Ciliad et Cyril, quand ils ont dit, j'ai beaucoup aimé l'expression problème chronique, on a ce problème chronique, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? À qui je dois m'adresser? Et ça, c'est vraiment un blocage qui est une réalité pour nous. Donc, Cyril, vous avez annoncé le chiffre de 20%.
moi, je suis très optimiste par rapport à ces 20%-là, mais sur une réalité pratico-pratique, sur ces 20%, j'aimerais vraiment former des ateliers pour voir vraiment comment on peut rédiger. Moi-même, quand je suis passée par ce processus-là, je vous dis, l'accès à l'information n'est pas direct. Il y a une difficulté. Il faut former des gens. Et là, j'ouvre une petite parenthèse. Il y a des métiers qui se font à l'étranger. Comme l'a dit Madame Corinne, il y a des ingénieurs, il y a des experts. Nous, on ne peut pas le faire. À chacun son expertise, à chacun son savoir-faire. On a besoin de vous, on a besoin de ces experts-là. Alors, on est très fort en rédaction. Supposons, je passe le gap, c'est bon, je connais le mécanisme, je sais comment rédiger. Donc, je vous garantis que on excelle dans voilà, on a des sections, on a un template, on doit organiser nos idées, on est vraiment très fort. Mais par la suite, je vous dis qu'on va être bloqué, réticent pour plusieurs raisons. On n'a pas accès à l'information, c'est pas notre savoir-faire. Nous, on a un autre savoir-faire. Deux, il faut rendre ce processus fluide. Il faut rendre ce processus accessible à tout le monde. Pour le rendre accessible, il faut communiquer, échanger. C'est très important. Moi, je vais partager avec vous une expérience personnelle. Bon, j'ai des collaborations à l'étranger et je pense que ça m'a vraiment frappée. Donc, dans le cadre d'une collaboration avec 2 industries et 2 agences gouvernementales et une université. Lorsque j'ai parlé d'une solution innovatrice que j'étais supposée mettre en place, on m'a dit stop. Il y a un TT Office et j'attire votre attention sur le fait qu'en Tunisie, on a les bureaux de transfert de technologie au sein des universités. Ça existe. Il faut juste travailler avec eux. Donc, on m'a dit stop, propriété intellectuelle, brevet, etc. Je vais vous épargner une très longue histoire pour vous dire que l'output, c'était vas-y, Yasmine, concentre-toi sur ta science, trouve-nous ta solution, on s'occupe du reste. On va négocier, on va discuter. Moi, j'ai dit négocier quoi? Il n'y a pas d'argent dans ça. Non. Pas négocier l'aspect pécunier, négocier la propriété intellectuelle. Ils savent très bien faire ça. Donc, on les laisse faire ça. Moi, tranquillement, je suis retournée sur ma paillasse, sur mon ordinateur, faire mes recherches, mes analyses, faire mes cours, mes interprétations. Et j'étais rassurée. Quelque part, je ne vais pas avoir cette peur, comme vous l'avez si bien mentionné, de mon idée, de mon concept. Non, c'est pas une question de s'approprier l'idée. Je vous le dis, en toute connaissance de cause, une idée, on en a, nous, les chercheurs tunisiens. Dans les bancs de l'université, dans les laboratoires de recherche, on est excellent. On a des compétences vraiment excellentes. Il y a beaucoup de preuves qui le montrent. Vous pouvez aller voir les rankings, vous pouvez aller voir. Il y a beaucoup de critères qui vous montrent. Vous pouvez aller voir le rayonnement à l'international des Tunisiens. Les idées, on n'en manque pas. C'est le chercheur qui innove, c'est le chercheur qui développe, c'est le chercheur qui trouve des solutions à votre problème. Par contre, le chercheur, il a juste besoin de vous pour l'assister quelque part, pour l'accompagner, parce que il peut pas être partout à la fois. Et il n'y a pas cette peur de prenez notre idée. Non, parce que des idées, on en aura. Nous sommes assoiffés. Ramenez-nous vos problèmes. Nous, on va chercher. Et je vous le dis, si moi, j'ai pas la solution à votre problème, j'ai sûrement dans mon entourage un collègue qui répondra parfaitement à votre problématique. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'accompagnement. C'est le soutien. On a besoin de soutien. D'accord? Donc, je pense que c'est juste ça. À chacun son corps de métier. Ça peut ouvrir des portes pour l'employabilité d'une manière énorme. Et je pense que c'est très important. Je vais essayer de faire vite parce que je voudrais pas empiéter trop sur le temps. Pour aboutir à un autre point, c'est l'aspect pécunier, l'aspect financier. Si on doit innover, bien évidemment, on doit disposer de budget. Les mécanismes, ils existent. Moi, je vous parle d'un mécanisme vraiment impressionnant qui est mis, d'ailleurs, on en profite beaucoup au sein de notre laboratoire. Donc, notre laboratoire à l'Université d'Amanouba, qui est le laboratoire de biotechnologie, valorisation de biosressources, on a plusieurs brevets, on a plusieurs PNRI. Le processus, le mécanisme PNRI existe. Il est là pour nous soutenir, il est là pour nous mettre à notre disposition de l'argent pour pouvoir, je vous le dis et je vous le répète, acquérir des équipements, acheter du consommable, aller à droite, à gauche pour présenter nos résultats, voir l'avis des stakeholders, payer des techniciens, payer des ingénieurs, payer des bourses de doctorat. C'est très important parce qu'on doit disposer de ressources humaines. On ne peut pas être partout à la fois. On a aussi, moi je suis enseignante universitaire à l'Université de Carthage, à l'Institut de l'environnement de Bosch Sedri. J'ai aussi ce volet formation, donc qui prend beaucoup de mon temps évidemment. J'ai le volet recherche certes, mais je dois aussi avoir des gens qui m'aident et qui m'assistent dans mon travail. Donc
Juste un mot sur ces mécanismes et ces outils qui existent. Il faut travailler davantage. Donc, il faut travailler davantage par rapport à la fluidité, par rapport à la flexibilité de gestion, par rapport à des choses. Innover, ça n'attend pas. Voilà, innover, ça n'attend pas. Et là, je vais dire quelque chose de très positif aussi qu'on a fait avec CIRICE dans le cadre de notre PNRI. Donc, c'est un PNRI tripartite où il parle d'un couplage innovant. Donc, on est en plein dans l'innovation. Et comme je le dis et je le répète, innover, ça n'attend pas. Donc, parce que le temps passe et la recherche avance et voilà, on doit vraiment monter rapidement dans le wagon. On ne peut pas attendre le train d'après, je dirais le TGV d'après. Donc, par exemple, avec CIRICE, on a fait quelque chose de très intéressant dans les modalités de PNRI. Donc, on a rajouté une clause qui est l'engagement de l'industriel. Donc, ça, c'est nouveau dans le système du PNRI. CIRICE, vous en rappelez. Donc, voilà. On innove, on trouve des solutions, on émet des résultats, et puis par la suite, il faut appliquer. Les chercheurs, ils ont des résultats très intéressants. On veut t'appliquer, on veut de l'exploitation derrière. Nous, nos PC sont pleins de résultats, nos clés USB, nos bibliothèques, on a plein de résultats. Il faut passer à l'exploitation, à la concrétisation, à l'application, et il faut juste se concentrer justement sur cette fluidité dans les actions et cette rapidité dans les actes. Et je vais finir par un dernier point. J'ai essayé un peu de faire. Donc, le dernier point que je vais vous mentionner, c'est généralement quand on émet des brevets, et c'est mon cas personnellement, ça va être en collaboration, c'est des brevets conjoints. Donc, avec l'industrie. Et c'est très important de fluidifier aussi parce que une fois que le draft est là, ok, je suis rédigé, tout est prêt. Moi, je peux vous donner 3 ou 4 drafts qui sont dans mon ordinateur. On les soumet à l'industriel. La réalité terrain, les industriels. Il y a beaucoup à faire, donc il y a beaucoup à faire parce qu'ils sont pris ailleurs, parce qu'ils ont beaucoup d'autres choses, parce que c'est un manque de volonté. Au contraire, ils ont toute la bonne volonté du monde. C'est juste que en manque de temps. Et pour ce temps-là, on peut juste intégrer les bonnes personnes pour faire ce process. Voilà, je pourrais vous donner ma recommandation tout à l'heure et merci de m'avoir écouté. Donc, pour moi, c'est très simple. J'ai commencé par du pratico-pratique, je vais finir par du pratico-pratique. Il faut absolument renforcer la stratégie nationale de la propriété intellectuelle. Il faut travailler sur cette culture. Il faut que ça soit un projet national. Quand je dis un projet national, il faut que qu'on ait un plan d'action, qu'on ait des jalons, qu'on ait des deadlines, qu'on ait des objectifs. C'est pas instaurer une culture pour instaurer une culture. Comment le faire? Il y a plusieurs experts, il y a plusieurs parties prenantes. Et rien que cette plateforme-là en témoigne, on a tous des idées complémentaires. Il faut, l'interfaçage. Il faut travailler sur l'interfaçage et il faut communiquer davantage. C'est la clé du succès. C'est la clé du succès. Communiquer entre nous. Donc, j'ai eu un lapsus révélateur, je crois, entre guillemets. Donc, communiquer entre nous, échanger entre nous, créer. Moi, je pense qu'il faut créer un comité national pour justement mettre en place des actions à mettre en œuvre. Et c'est pas que des paroles ou des projets c'est des milestones à atteindre à un certain moment de notre vie. Je pourrais parler beaucoup de ça, mais il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'objectifs sous-jacents dans ce que je vais dire, donc je vais m'arrêter là et je vais vous laisser donc continuer. Merci. C'était un plaisir. Merci. Merci beaucoup.